Bonsoir à tous et merci de nous préférer sur le grand rendez-vous de l'information pour vous, de l'information axée sur le développement, bien évidemment. Ce soir, nous aurons trois invités qui ont donc accepté de passer la soirée avec nous. Chers téléspectateurs, vous aurez donc un économiste, une femme leader qui fait la promotion du consommant local et puis un médecin. Ils seront là dans un instant, juste derrière la météo. Vous l'avez compris, c'est bien évidemment le grand rendez-vous avec la série cette semaine sur le troc en ligne. Ce sera sur la rubrique Autant savoir. Nous allons recueillir tout à l'heure pour vous l'avis d'un économiste sur le troc. Oui, comment est-ce qu'ils définissent le troc, les économistes? En réalité, vous le saurez dans un instant. Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Cette vision est adoptée et promue au Bénin par des Amazones des temps modernes. On les appelle Nyonou Agodier. Un représentant tout à l'heure sur le plateau pour nous parler de cette campagne sur le consommant local et ce sera sur la rubrique Espère. Vous êtes professionnel de l'audiovisuel, nous avons des secrets de santé pour vous. Les rayons INS, vous le savez, on en parle ces temps-ci et ça défraie la chronique également sur les réseaux sociaux. Nature et bien-être aborde la question en dévoilant les effets des rayons INS sur la santé des hommes des médias. Oui, nous y serons bien sûr, nous y sommes pourquoi pas exposés. Je parle bien sûr des hommes des médias et précisément de l'audiovisuel. Le journal, vous le savez, ça va démarrer tout à l'heure à 19h45 exactement et sera présenté par Estelle Pazou, déjà en place pour les titres. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous Assio. Alors ce soir, allons déjà, avant 19h45, donnez-nous un avant-goût du journal, c'est-à-dire le menu principal. Hier, c'était la première journée de composition des candidats à l'examen du baccalauréat, session de juillet 2018 au CEG Sainte-Rita. Malgré la pluie, les épreuves ont été lancées. On parle dans ce journal de l'autisme, une maladie caractérisée par des troubles comportementaux. On évoque également la prise en charge de la maladie. Et puis, que peut-on comprendre par médicament essentiel? Selon les pharmaciens, il serait un remède simple et efficace et surtout à moindre coût. Tous les détails sont à suivre à 19h45. Merci beaucoup à vous Estelle Pazou. On va vous retrouver tout à l'heure à 19h45 dans votre jolie eau. J'ai aimé ça, hein, le style et tout le reste. Wow. Merci Assio. J'en profite pour vous dire que j'aime votre cravate aussi. Elle est très jolie. Allez, merci beaucoup. Et la veste surtout. Ah oui, très gentil à vous.
Tout à l'heure à 19h45 pour le développement du journal. Pour le moment, nous allons ouvrir les plateaux. Oui, la santé avant tout, nature et bien-être donc. Nature et bien-être aujourd'hui, nous parlons de la santé des hommes des médias. Précisément, ces hommes sont exposés aux rayons X. Quels sont les effets de ces rayons sur la santé de ces hommes, de ces professionnels de médias? On en parle tout de suite, juste derrière ce reportage signé Heureuse Danodé. Des présentateurs télé qui meurent en direct devant des millions de téléspectateurs, un drame rare mais qui se produit quand même. Excès de fatigue, trop de stress et surtout des problèmes oculaires, c'est le quotidien des présentateurs télé. Le fait de rester tout le temps devant l'écran de l'ordinateur et aussi les projecteurs au niveau du studio. Tout ça a fait que au fil du temps, j'ai commencé à avoir mal aux yeux. Il y a le stress permanent, le stress qui est quand même aujourd'hui considéré comme une pathologie de santé. Après ça, il y a le burn-out qui est un problème de civilisation et presque tout le monde en souffre également. C'est des problèmes de peau avec l'exposition à la lumière intense dans les studios, les lumières, les caméras. Je me rends compte de plus en plus que j'ai besoin d'un peu plus de volume que les hommes normaux pour pouvoir suivre le journal à la maison. Et là, je comprends que il va falloir aller faire un tour à l'ORL pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Ces constats ne sont que la face cachée de l'iceberg. Lorsque l'intensité de lumière dépasse un certain seuil, c'est que la rétine de l'homme capte des intensités supérieures et vous pouvez avoir des fatigues visuelles successives et ces fatigues visuelles peuvent aboutir à des troubles de la vision qui peuvent aller de la baisse de la vision de près ou de loin à des problèmes de vision de couleur. J'ai plein d'amis, plein de collègues qui, après 2 ans, 3 ans de présentation du journal à la télé, ont été obligés d'aller se faire opérer, certains en Europe, d'autres ici. D'autres ont été obligés de recourir au verre. Vous partez de chez vous, vous ne savez pas à quelle heure vous allez rentrer. Ça déjà, c'est un problème psychologique. À l'approche des grandes éditions du journal, le stress monte quasiment tout le temps à la rédaction. Et si je ne me trompe pas, je pense que c'est un facteur de l'hypertension ou de l'hypotension artérielle. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue au 12h45, l'édition de la mi-journée. Qu'il exerce dans une chaîne de télé, en herbe ou de renommée internationale, le cadre et les conditions de travail du présentateur sont dangereux pour sa santé. Les plateaux de télévision sont des lieux de travail spéciaux. En réalité, il faut une certaine quantité de lumière, il faut une certaine quantité de fraîcheur. Mais je reconnais qu'aujourd'hui, les problèmes de luminosité poseraient moins de problèmes aujourd'hui qu'hier. On transpirait sur les plateaux. Mais aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur les plateaux avec des lampes halogènes qui donnent une lumière plus douce, mais la lumière est toujours la lumière. C'est plus nos sens qui en pâtissent. Mais face au mal, ils se retrouvent souvent sans soutien. Vous devez pouvoir vous-même commencer par identifier les risques auxquels vous êtes exposés et par rapport à ces risques, vous devez maintenant commencer par prendre des précautions. Mais on pourrait faire en sorte qu'il y ait un système de régime d'assurance maladie vraiment plus élargi, plus élaboré. Pourquoi pas tailler à la mesure du professionnel des médias quand même, pour un peu plus de valeur à notre profession. Une assurance maladie, certes, mais je pense que c'est nous, professionnels des médias, qui devons déjà prendre conscience des risques que nous encourons étant dans ce métier. Et c'est après cela, maintenant, que nous pourrons voir dans quelle mesure pallier ces difficultés.
Il doit se surveiller. Et les moindres malaises qu'il présente, il doit les reporter à un médecin. Le Code du travail exige à tout employeur d'assurer la santé et la sécurité au travail. Maintenant, est-ce que la structure à laquelle il appartient a un contrat avec un médecin du travail? S'il n'y en a pas, c'est déjà un problème. Le premier rendez-vous que nous vous invitons à suivre, c'est... Être présentateur télé, le rêve de plusieurs journalistes en herbe. Bien qu'il intervienne à la fin de la chaîne de production, le présentateur télé joue un rôle de premier plan. C'est la vedette, la star du petit écran, chose fascinante, mais pas sans risque sur la santé de l'homme. Oui, chose fascinante, pas sans risque, bien chuté. Heureuse Danoné, merci pour ce reportage en plateau. On retrouve l'expert en radiobiologie et radioprotection. Monsieur Julien Dossou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Heureuse Danoné. Bonsoir, Siomgaba. Les questions aujourd'hui de parler de nous. Eh oui, tout à fait. On en parle moins. De nous et les rayons X en réalité. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et on va pas dire des rayons X, tu vois, parce qu'en même temps, la réaction du professeur, ça a été... Non, il y a plusieurs types de rayons et il va essayer de détailler tout ça. Quels sont les rayons auxquels nous faisons face dans notre métier? Il va nous le dire. C'est peut-être pas les rayons X, il va nous le dire. Ok. Alors, professeur, bonsoir. Bonsoir. Déjà, lorsqu'on parle de rayonnement ionisant et non ionisant, qu'est-ce qu'on y met avant de dire tel rayon est X ou UV et tout? Merci beaucoup. Merci pour la question. Oui. D'autant plus que vous êtes inquiété, c'est déjà bon. C'est déjà un premier pas, dans la mesure où nous devons savoir ce que c'est qu'un rayonnement d'abord. Oui. Vous voyez tout ce qui nous arrive là, comme lumière. Comme lumière, parce tout que à fait. sans ces lumières, on serait dans l'obscurité totale. Donc, un rayonnement, c'est une propagation d'énergie dans l'espace, comme vous avez. Donc, nous avons le rayonnement autour de nous. Tout le monde est d'accord? Oui. Deuxième chose, le rayonnement deviendra ionisant dès lors qu'il est capable, en frappant une matière ou une matière vivante qui déloge des orbites un électron de l'atome. Ça devient trop... Compliqué. Voilà, plus terre à terre. Plus terre à terre, comment on peut dire? On ne peut dire les choses que par leur expression. Voilà. Et l'expression qu'il faut utiliser, c'est ça que je suis en train d'utiliser. D'abord, un atome est la plus petite partie d'une substance. Si vous prenez de l'eau, ce n'est pas l'eau que vous voyez, c'est l'ensemble des molécules d'eau que vous voyez. C'est ça l'eau que vous avez. Maintenant, si vous avez la matière blanche qui est devant moi, c'est la matière, c'est ce que nous tenons ici, c'est ça là qui constitue en fait la table sur laquelle nous travaillons. Donc, la matière que constitue plutôt la table, c'est l'infime partie qui est l'atome. Ok. D'accord? Oui. Mais autour, dans cet atome, il y a encore des particules. Des particules qu'on peut appeler protons et neutrons. C'est ça qui constitue le noyau. Et autour du noyau se retrouvent les orbites. Ces orbites-là, il y a des électrons qui gravitent autour du noyau. Si vous enlevez un seul électron, vous modifiez l'atome en profondeur. Soit vous modifiez en enlevant un électron, ou vous ajoutez un électron. D'accord. Et dans le cas précis, lorsqu'on parle de la propagation de la lumière, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement? Comme un exemple? C'est comme la lumière, le néon que vous avez quelque part là, qui nous éclaire. C'est ça, la lumière. Et l'énergie qui en sort, je ne sais pas si je peux donner comme exemple ce que je viens d'entendre aussi. Oui. Il a dit la luminosité. Le luxe, c'est l'infime partie de la lumière. Ça, c'est encore une définition. Maintenant, cette lumière,
on peut la décomposer en 7 parties. Si vous regardez le tableau qui est autour de vous, vous ne voyez pas, tout n'est pas blanc. Vous parlez du décor. Le décor, oui. Tout n'est pas blanc. Il y a du noir, il y a du gris, il y a du vert, il y a du bleu. Donc vous pouvez décomposer encore la lumière que vous avez, vous pouvez le décomposer encore en 7 parties de qu'on appelle l'arc-en-ciel. Alors, est-ce que ça veut dire que la lumière projetée sur l'homme a un effet sur l'atome, en réalité? Vous voulez aller trop vite dans ce qui vous préoccupe. Oui. Je lui ai montré déjà ce qu'on appelle la lumière blanche. Non seulement lui montrer l'endroit où il se situe sur le spectre de rayonnement. Sur ce spectre de rayonnement, si vous regardez, vous verrez que la lumière blanche est très très proche, est complètement vers la fin de tout le spectre qui constitue le danger pour l'homme. Ok. Ici, nous sommes à la télévision. Oui. Nous pourrions être à la radio. Et de temps en temps, vous utilisez une terminologie qui parle de modulo de fréquence. Oui. Donc, il y a des fréquences qui peuvent être dans les environs de tout ce qui est radio. Et vous entendez, pourtant vous entendez. Le mal qu'on nous a donné maintenant, c'est notre portable. Et le portable peut vous parler, le portable peut, surtout en utilisant l'onde hertzienne, il transmet les ondes qui sont hertziennes. Ces ondes, c'est des éléments qui sont capables de nous parler. Et votre télévision ou votre radio sera modulée sur la fréquence qui caractérise les rayonnements. Je dis les rayonnements parce qu'il y en a 1000. Il y en a 1000. D'accord. Mais lorsqu'on parle des journalistes présentateurs comme Assioum Gaba, qui est là du lundi au vendredi, et on doit allumer tout ça pour la luminosité, pour que les populations puissent mieux voir à la maison. Est-ce qu'il n'est pas confronté à un certain nombre de problèmes lorsqu'on parle de rayonnement? Bon, oui. Est-ce que la lumière que dégagent les lampes que nous utilisons ici n'ont pas des rayonnements peut-être ionisants? Ils ont certainement des rayonnements ionisants, mais pas comme les rayons X. Parce que là, c'est quel rayonnement? Les rayons X, par exemple, tel que vous l'avez présenté, vous l'avez dit tout à l'heure, les rayons X, il faut savoir que quand même c'est artificiel. C'est parce qu'on a mis certains éléments physiques en place et lorsqu'on a branché, ils se sont mis à sortir des radiations. Parce qu'au lieu de dire rayonnement, je peux dire radiation aussi. Donc ces radiations, ils peuvent aller selon leur propagation. On peut les appeler encore les rayons X. On peut les appeler rayons gamma. Parce qu'ils dépendent de leur fréquence, de leur longueur d'onde ou de leur énergie. Alors, en télé ou en radio, qu'est-ce qui constitue des problèmes, le danger. Lequel de ces rayons? Je sais où vous voulez arriver. Je sais là où vous voulez arriver. Mais je ne veux pas vous donner l'opportunité tout de suite d'aller. C'est parce qu'il n'est pas possible pour nous tout de suite de vous montrer ce qu'on appelle le spectre. Si vous regardiez le spectre, vous allez voir que nous avons un sur papier ici, mais pas en image. Oui. Non, c'est pas grave. Moi, je vais vous guider. Lorsque vous voyez les lumières qui sont très très blanches, c'est des lumières visibles. Et j'ai dit tout à l'heure, on peut les décomposer avec une prise ou avec de goniomètres. On peut le décomposer en 7 couleurs de la vie. Parce que sans ça, le bon Dieu est formidable. C'est pour cette raison qu'il nous a dotés d'un organe qu'on appelle la vue. Et cette vue-là, telle que ça a été défini, c'est clair que ça frappe nos yeux, ça rentre par le cristallin, ça traverse l'humain à queue, et ça va complètement au fond de l'œil. Et au fond de l'œil se trouve ce qu'on appelle la rétine, où nous avons deux éléments essentiels, qui sont des cellules à bâtonnets et des cellules à cône.
C'est ça qui nous permet de voir. Si nous voyons clairement maintenant, Oui. c'est parce que nous avons les cellules abandonnées. Les cellules à cône vont jouer avec le peu de luminescence qu'on aura dans l'obscurité et qui permet de voir la lumière obscure. Je dis obscure parce que quand vous quittez le plateau et que vous allez vers la porte, vous verrez qu'il y a un changement de teint déjà. Tout à fait. À partir de ce moment, et pourtant, il y a un rat qu'on appelle Guénésie, il voit clairement dans l'obscurité. Tandis que dans la lumière, il ne voit pas bien. Vous pouvez le tuer facilement dans la lumière. Alors que là-bas, vous ne pouvez pas le tuer, il va vous filer entre les doigts. Parce qu'il voit clairement. Parce que ce qui est développé chez lui, c'est la cellule à cône. D'accord. Mais lorsque on parle de ces rayonnements, vous aviez tantôt parlé de rayons X, de rayons gamma. Oui, il y a également les rayons ultraviolets. Il y a des rayons de tous ces rayons, lequel est dangereux pour le présentateur télé? Très bien, très bien. Est-ce qu'il vous est possible d'aller sur votre papier? On ne pourra pas voir, les téléspectateurs. On ne pourra pas voir. Je suis convaincu qu'ils ne pourront pas voir. Oui, mais oui. vous voyez. Tout à fait. Vous allez dire ce que vous avez vu. Vous verrez que dans la lumière visible, il se trouve juste à côté, juste en dessous, là, les ultraviolets. Et lorsque vous avez les ultraviolets, il y en a 3. Selon, d'abord, leur catégorie, que j'ai déjà énoncé parmi les 3, je vais vous les citer. UVA. Oui. Si vous voulez, monsieur... Parce que le temps... Monsieur Dossou, si vous voulez, on va revenir sur la question peut-être demain avec vous et Rose Danondé pour qu'on puisse aller un peu plus en profondeur. J'ai compris que comme vous êtes universitaire, il faut tout faire de façon pédagogique, alors qu'ici, le temps... Pas à pas, c'est également une question de temps. On va revenir certainement non, j'ai compris. Je vais vous dire rapidement les 3. Le temps est parti. Déjà. 15 minutes. Déjà. Les 15 minutes sont parties. Si vous nous le permettez, on va vous avoir demain pour poursuivre. Si vous nous le permettez, les téléspectateurs vous suivent également. Demain, on pourra se voir pour en parler davantage. Merci beaucoup à vous, Rose Danondé. Allez, la suite du grand rendez-vous, ce sera avec l'ESPEI, les questions de parler du consommant local. Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. C'est une vision adoptée et promue, bien évidemment, au Bénin par des Amazones. On les appelle Nyonou Agodier et constituée même en une organisation non gouvernementale, une ONG, dont la présidente est sur ce plateau pour nous parler de cette campagne lancée pour amener les Béninois à consommer local. Bonsoir, Madame Blélé. Bonsoir, Monsieur Axiom. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a entendu parler de votre campagne, de votre pétition pour le consommant local. Pourquoi avoir déclenché cette campagne? Merci, Monsieur le journaliste. D'abord, il faut remercier ces 1000 personnes qui ont pris à cœur cette pétition. 1000 personnes? Oui, okay. Qui ont pris à cœur cette pétition avec cet élan pour un grand pas dans la délivrance de l'économie nationale. La consommation locale, moi je dis que c'est un acte patriotique. C'est-à-dire, quand tu te décides en tant que Béninois à consommer ce qui est fait sur place, c'est que tu enrichis un autre Béninois. Et si nous voulons tous nous mettre ensemble pour construire cette économie, il faut un engagement. Et puisque je vois dans ma tête que les Béninois n'aiment pas consommer local, il fallait poser un acte d'abord pour voir si ce changement peut s'opérer au niveau national. Alors, avec les 1000 signatures, je me suis dit, c'est un top, c'est un départ, il faut commencer par là.
Donc vous avez commencé par une pétition et que 1000 personnes ont signé au Bénin. Quel a été le mécanisme utilisé pour enclencher, sinon pour cette pétition-là? Bon, on a présenté un test pour la pétition, pour encourager la consommation locale. On s'est dit que c'est une fierté de manger béninois, d'être habillé comme un bon béninois, pouvoir se présenter aux autres comme un bon béninois et pouvoir faire la promotion aussi de notre écotourisme à travers la consommation locale. C'est des arguments comme ça qu'on a émis sur la pétition. Et qu'est-ce que nous voulons au juste? On s'est dit, ce n'est pas une obligation de choisir ce que la personne va manger. Très bien. Mais si déjà, on peut commencer par les institutions de l'État, ce sera une bonne chose. L'État même n'a qu'à s'imposer d'abord la consommation locale. C'est-à-dire, lors de nos ateliers, des forats, pourquoi ne pas imposer le Made in Bénin? Le Made in Bénin, rien que des boissons locales. Rien que des boissons locales, la pâtisserie du Bénin. Voilà, pour déjà commencer. Vous voulez voir les candies en lieu et place des croissants? Oui, les candies en lieu. C'est ça en réalité. Les candies, les gbeli. En lieu et place, voilà. Les ablas. Oui, bon, voilà. Tout ça. Oui. Du bon djongoli, du bien fait au Bénin. Voilà. Bon, il faut commencer par nos institutions. Si nous pouvons avoir ce cadre juridique au niveau de l'Assemblée nationale, il faut que ça commence par nos gouvernants. Et là, ça va faire un déclic dans la tête de la population et puis ça va prendre. Donc, en réalité, c'est ça, c'est une pétition pour amener donc les uns les autres à se rendre compte de ce que, en consommant béninois, nous saurons, nous libérons en fait notre économie patriote. Et patriote en réalité. Alors, aujourd'hui, vous êtes à quelle étape déjà avec cette pétition et quelle est en réalité votre vision? Voilà, nous, on voulait 1000 signatures. Après les 1000 signatures, on a fait une demande de pétition aboutie à l'Assemblée nationale et c'est déjà déposé à leur niveau depuis le 27 mars dernier. On attend la réaction de nos honorables députés et continuer la procédure de sensibilisation de la population. De la population. Oui. Donc vous avez envoyé les signatures à l'Assemblée nationale. Oui, déjà fait. Et pour que quelle réaction attendez-vous exactement de l'Assemblée? Nous voulons un cadre juridique qui impose la consommation locale à nos institutions. Déjà? Déjà. Il faut commencer par eux. Je sais que si ça prend à leur niveau, toute la population pourra s'engager dans la consommation locale. Donc, quand vous parlez de nos institutions, c'est à travers les manifestations, que les cadres au niveau de l'administration aussi, bon, qu'on enlève les cravates et tout le reste, et qu'on se mette en convo comme vous. C'est une fierté aujourd'hui de dire « je suis burkinabé ». Voilà. Tu ne vas pas rencontrer un Burkinabé dans les autres pays, surtout les grands jours, comme on le dit, s'habiller comme un Français. Il s'habille dans son pain tissé et là, ils ont même un modèle, hein, les hommes ont un modèle pour ce pain tissé. Et déjà, quand tu le vois, tu n'as plus besoin de demander son identité. Tu te dis, ah, vous êtes Burkinabé, il te dira oui. Mais non, je voudrais aussi qu'un jour, un Béninois puisse se présenter de la sorte aux autres. Est-ce que vous avez essayé de savoir un peu, au sein de la population béninoise, ce qui constitue un frein au consommation local à leur niveau? Oui. Avec les enquêtes, on a consommé simplement que le Béninois aime tout ce qui vient d'ailleurs. Juste ça? Sans contrôle. Quand ça vient d'ailleurs, là, quand c'est bien cher, là, c'est là où on est classe. Et c'est ce que nous avons dans notre tête. Et il faut changer cette mentalité-là. Vous me voyez habillée là. Ce tissu-là est tissé au Bénin. C'est une tisserande du Bénin qui l'a tissé. Oui. Et c'est un couturier d'ici qui me l'a cousu. Et pourquoi ne pas les tenter aussi?
Ou bien c'est pas joli comme ça. Ah ben, je le trouve très joli. C'est un beau design. Avec la permission de qui de droit, hein, je me permets de dire qu'elle est jolie dans son habit. Il faut apprécier l'habit quand même. Bien évidemment. Voilà. Et pourquoi ne pas construire tout ça? Il faut un travail, je sais pas, il faut travailler le mental. Parce que ce n'est pas parce que le Béninois n'aime pas ce qui est produit ici, mais c'est parce qu'on s'est mis dans la tête que ce qui est importé, ce qui vient d'ailleurs là, c'est ça qui est la qualité. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un travail à faire au niveau des producteurs, sinon de l'infrastructure qualité ici au Bénin pour rassurer davantage? Parce que ce que beaucoup disent, c'est que dans les autres pays, au moins, il y a le contrôle, surtout du point de vue agroalimentaire, qui a le contrôle, on suit les choses avant qu'on envoie ça ici au Bénin. Mais ici, pour ce qui est produit au Bénin... C'est fait, M. Assiom. Oui. Les produits made in Bénin, nos jures, la farine et tout, il y a un contrôle qui se fait aujourd'hui. C'est vrai, mais vous n'oubliez pas ce qu'on a eu dans d'autres pays. On parlerait vraiment de scandale. Quand on parle du pain avec de la bromate et tout le reste, tous ces produits formol et tout le reste, les gens se disent, mais où était l'État pendant que tout ça se passe? Il y a un travail à faire. Voilà. Si l'État pouvait mettre la main à la pâte avec nous, tout ce problème-là sera résolu. Il faut commencer par là. Et moi, j'ai organisé une foire agricole la fois dernière à Abomey. J'ai pris mon temps pour expliquer à ces bonnes dames de changer la main. Nous voulons un produit bien fini. Ce n'est pas de l'à peu près. Et je sais que le président de la République actuel n'aime pas aussi de l'à peu près. Il ne faut pas que ça soit de l'à peu près, que ça soit bien fait, bien présenté. Le Béninois aime toujours ça. Il faut bien présenter le produit et ça sera accepté. Et ça sera accepté parce que, comme vous voyez, pendant que ceux qui font du pré-emballé n'arrivent pas à vendre, la bonne dame qui est au bord de la voie, qui prépare du atassi, elle finit rapidement sa marchandise. Donc le problème se trouve au niveau aussi de la production aussi, parce que quand on voit, on sait que oui, voilà, c'est tel produit déjà, c'est là, on connaît la dame, et elle a déjà fait ses preuves. Pour parvenir à cette perfection, il faut beaucoup travailler avec les acteurs même. Oui, il faut beaucoup travailler avec eux. Et il y a un adage qui dit donc tout le temps, il faut beaucoup cultiver. Si vous voulez avancer dans ce que vous faites, il faut faire des recherches. Il faut parvenir à la perfection de ce que vous faites. Sinon, vous n'avez rien fait. Donc, il y a un travail à faire avec nos producteurs, parce que depuis un temps, le Béninois ne consomme plus du tout ce qui est produit ici. Voilà. Est-ce que ça va faire partie, en tout cas de vos désirs dans la pétition, de vos requêtes envers maintenant à l'Assemblée nationale? Est-ce que dans ce cadre juridique, on essaiera maintenant de mettre en place l'infrastructure, qualité, toutes les règles qu'il faut donc respecter pour être présent sur le marché béninois désormais? Obligatoirement, il faut tout ça pour que ça soit une bonne organisation. On n'est pas en train de parler rien que pour que tout le monde commence par à consommer du n'importe quoi. Voilà. Nous devons organiser tout ça ensemble et créer et organiser des foires agricoles, amener des gens à comprendre qu'il faut vraiment perfectionner les produits afin inciter la population à pouvoir accepter le produit. Donc, il ne faut pas rester bras croisés, dire je fais le gari ici, mais personne ne prend, qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous devons aller même au-delà. Aujourd'hui, l'ONG Nyonou Agodier, nous avons des points focaux en Italie, aux États-Unis. Les dames s'organisent là-bas pour faire la promotion du Made in Bénin. Parce que ça fait partie de nos objectifs. Et si ce n'est pas bien fait, si ce n'est pas bien présenté, les autres aussi ne peuvent pas l'accepter. Si nous, on accepte pour les autres aujourd'hui, c'est parce qu'ils l'ont bien fait, que c'est accepté chez nous. Il faut aussi
travailler et parvenir à cette perfection-là. Comme quoi, ce cadre juridique est très important pour amener pour établir en fait le climat de confiance entre les consommateurs béninois et les producteurs. Très important. Très important. Oui, Est-ce que vous espérez que ce cadre juridique-là verra le jour au Bénin? Si on s'y met, ça viendra. Ça viendra. Oui. Est-ce que vous avez déjà, je ne sais pas, des annonces que, bon, votre pétition a été prise en compte et qu'il y a un groupe de députés qui est déjà en train de travailler là-dessus? Déjà après le dépôt, oui. On a été rencontrer le directeur cabinet du président de l'Assemblée nationale et puis on attend toujours. On ne fait pas de tapage, on attend. Nous savons que ça sera accepté. Ça sera accepté? Oui, ça sera accepté. Parce que ce que femme veut, Dieu le veut, c'est ça? Merci beaucoup à vous, Madame Mélanie Glélé. Et donc, une pétition déjà signée par 1000 Béninois sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que vous avez préparé les réseaux sociaux ou c'est contact, pas Bien contact sûr, direct? on a préparé les réseaux sociaux, on a lancé la pétition sur change.org et puis c'est lancé, les Béninois d'ici, de la diaspora, tout le monde a signé. On a eu, en 2 mois, on a eu les 1000 signatures. Oui. En 2 mois? En 2 mois seulement, on a eu les 1000 signatures. Les 1000 signatures, oui. Comme quoi les Béninois aiment ce qu'on produit. Nous voulons consommer local en tout cas. Local. Oui. Merci beaucoup à vous. Madame Mélanie Glélé, je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Nyonu à Godié. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère bien ce cadre juridique au Bénin, venant bien sûr de l'Assemblée nationale. On considère tout simplement que cet entretien est également en guise de relance de l'Assemblée nationale des députés. Oui. C'est déjà un apport. Je voudrais remercier la chaîne de télévision BB24 pour tout l'effort que vous faites. Et je tourne mes regards vers l'Assemblée nationale, sachant bien sûr qu'ils sont à l'écoute et que ça se fasse très vite pour que nous puissions évoluer. Merci beaucoup à vous aussi, du courage et à toutes les femmes, à toutes les Nyonu à Godié, voilà, de l'ONG Nyonu à Godié. Merci beaucoup à vous, à très bientôt. Merci, oui, Nyonu à Godié, ça veut dire tout simplement l'Amazone des temps modernes. Oui. Bien, c'est juste Amazon. Amazon des temps modernes. Des temps modernes, oui. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était donc là la rubrique Espère. On continue bien sûr sur le grand rendez-vous du consommation local. Je dirais même qu'on pourrait même le faire via le troc. Pourquoi pas? Le troc, parlons-en sur Autant Savoir. La série est ouverte sur Autant Savoir. Depuis hier, nous parlons troc en ligne. Aujourd'hui, nous allons définir le troc vu par un économiste. Reportage signé déjà Marchel pour nous présenter ce concept de troc via l'Internet. Faire du troc en ligne au Bénin, c'est désormais possible avec l'application iParo. Cette pratique consiste à échanger des objets de toute marque et de toute pièce contre d'autres objets dont la valeur équivaut plus ou moins à celle de l'objet proposé. C'est une ancienne culture africaine qui a semblé avoir disparu avec le temps et avec l'arrivée de la monnaie. J'ai voulu puiser dans cette culture africaine pour rétablir un tant soit peu un certain équilibre social. Nous venons d'essuyer une crise financière mondiale dont les effets sont encore palpables, ce qui à la fin permet la satisfaction totale des parties qui échangent. Cette application mobile est destinée aux échanges de biens et services en ligne. Elle vise à réduire un tant soit peu les inégalités sociales dues au capitalisme dit sauvage, mais aussi et surtout les gaspillages inutiles. C'est une façon de
de contourner le système du capitalisme sauvage qui crée malheureusement un fort taux de paupérisation. Si vous avez un bien en bon état qui ne vous sert plus, au lieu de laisser ce bien en proie aux intempéries, ou bien au lieu de finir par jeter ce bien, que ça se retrouve en dépotoir et que ça pollue la nature, vous pouvez donner une seconde vie, recycler ce bien en le postant sur l'application, et vous pouvez l'échanger contre un autre bien qui pourrait vous servir, dont le besoin se fait sentir chez vous, ou carrément contre un service. L'utilisation de cette application est bien élaborée et présente des avantages selon ses utilisateurs. Le mode de fonctionnement est très simple. C'est une application gratuite, téléchargeable sur Play Store. Vous tapez Iparo, I-P-A-A-R-O, dans Play Store, vous recherchez, vous téléchargez. C'est une application super légère, facile à télécharger. Ensuite, vous vous inscrivez. Je trouve que l'idée de Iparo, c'est d'abord de développer une communauté de confiance autour du troc et de revaloriser le troc. On a tous de vieux meubles ou de vieux équipements qu'on a envie de revaloriser, qui ne nous servent à rien, qu'on ne peut pas jeter ou qu'on n'a pas forcément envie de jeter. On a forcément besoin d'autres matériels que d'autres personnes ont. Alors, quoi de mieux que d'échanger? Ce n'est pas une application qui devait être une application seulement pour nous qui sommes les intellectuels, et surtout que nous sommes en matière de troc, ça intéresserait aussi nos bonnes femmes du marché, nos artisans et tout le monde. Iparo, traduit littéralement en Yoruba comme échange, vient valoriser à nouveau les valeurs fondamentales de complémentarité, de compensation et d'entraide. Voilà, nous revenons en plateau avec le professeur Albert Roloncourt, professeur en économie. Bonsoir. Bonsoir, M. Gaba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Aniak Bello. Bonsoir à vous, Assome Gaba, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Alors, il est question aujourd'hui de continuer à parler du troc, mais cette fois-ci, définir le troc par un économiste. Justement, le troc a un concept qu'on ne maîtrise pas toujours, surtout ceux de notre génération, parce qu'il existait bien avant nous. C'est pourquoi nous avons choisi de recevoir un économiste pour qu'il puisse un peu revenir sur l'histoire de ce concept-là, quelles ont été ses limites, quels sont ses avantages. On en parle donc avec le professeur Albert Roloncourt. Marcel Breton, on a parlé dans son reportage. Pour elle, le troc fait appel à la complémentarité, à la compensation et à l'entraide. Pour vous, quelle est votre appréciation du troc? Oui, bon, quand on parle de troc, c'est que vous échangez une marchandise contre une marchandise. Et quand c'est une marchandise contre un service? Oui, bon, évidemment, quand l'économiste parle du bien, il parle à la fois du bien physique, okay, que les gens appellent bien, ou bien du bien immatériel qu'ils appellent service. Donc tout ce qui est service, c'est tout ce qui est bien immatériel. Donc vous pouvez échanger un bien contre un autre bien, donc un service contre un service contre un bien physique. C'est ça. Donc tout ce que vous pouvez considérer comme un bien, parfois comme même un facteur de travail, et qui a une valeur, vous pouvez l'échanger contre un autre bien qui a une valeur. La différence avec l'économie monétarisée ici, c'est qu'au lieu d'échanger le bien contre la monnaie, vous changez le bien contre un autre bien. Donc là, on parle de troc. Mais il faut dire, au départ où il n'y avait pas de la monnaie, il n'y avait que le troc. Vous allez voir même que pendant la période d'esclavage, pour nos grands-parents par exemple, ce qu'ils faisaient, les Blancs leur donnaient de la verrerie contre des hommes. Donc, on peut dire que c'est un bien contre un autre bien. Mais justement, donc, c'était du troc. C'est déjà ça, la limite. Est-ce qu'on peut comparer la valeur d'un être humain à de la verrerie? Vous savez, bon, on peut, puisque si vous donnez de la valeur à l'homme, vous dites que c'est un homme qui va fournir des services comme un tracteur qui va travailler les champs, donc vous lui donnez cette valeur-là. À partir de ce moment, c'est cette valeur-là que vous échangez contre une autre valeur. Mais le fait de poser cette question, vous me dites déjà qu'au niveau du troc, il peut y avoir les sentiments qui s'y mêlent. Qu'est-ce que vous changez? Quand on dit ça comme ça veut dire que le troc a existé de tout temps. Parce que quand vous échangez quelque chose, le paiement en retour peut être direct, instantané ou dans le temps.
de telle sorte que la réciprocité peut être définie comme un troc. Je vous donne quelque chose en espérant que demain, lorsque je vais me trouver dans une situation, vous allez me donner aussi. Ça aussi, c'est un troc. Ça, c'est un troc en quelque sorte. Si j'accepte de faire le lead, par exemple, pour Asium, pour qu'après, il puisse me le faire en retour, c'est un troc. C'est un troc en quelque sorte. Donc, on l'a souvent fait. Oui. Donc, le troc, puisque vous m'avez rien donné en échange. Hein. Donc, on peut dire que le troc existe encore dans nos économies, mais à cause des difficultés, ça ne peut pas fonctionner comme le cas de la monnaie. Pour vous, quelles sont ces difficultés, justement? Il y en a plusieurs il y en a de plusieurs sortes. Par exemple, il faut d'abord la double coïncidence des besoins. C'est-à-dire, si je veux tresser vos cheveux, par exemple, et en retour, vous allez me donner quelque chose qui est un bien, il faut que vous ayez besoin de tresser les cheveux. Et il faut que moi, j'ai besoin du bien que vous me donnez. Donc, sinon, on n'aura pas l'échange. Ça limite un peu l'échange. Il faut pouvoir donc identifier les besoins des autres pour savoir ce que vous pouvez apporter sur le marché. Il y a la coïncidence des besoins, il y a la fixation des thèmes de l'échange. Ce qu'on va faire, professeur, si vous le permettez, on va rapidement suivre le journal, on va revenir sur beaucoup d'autres détails, voir également s'il y a un cadre juridique aujourd'hui qui peut encadrer le vraiment encadrer, je vais dire, le troc ici au Bénin. On y revient dans un instant. Estelle Pazou, si vous nous suivez depuis la rédaction de BE24, vous avez l'antenne pour le journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du journal. Comme tous les centres d'examen retenus pour la circonstance, le Collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou a abrité la composition des épreuves écrites du baccalauréat. À suivre le point de la première journée. L'autisme, maladie qui se manifeste par des troubles comportementaux, elle se déclenche dès l'enfance, mais elle peut être traitée par une prise en charge. Et puis, il existe des médicaments abordables et efficaces. Dans le jargon des pharmaciens, on les appelle des médicaments essentiels. Ils sont utiles et ont plusieurs avantages. Depuis hier, les candidats composent la première phase des épreuves du bac. Malgré la pluie, les prétendants au premier diplôme universitaire ont rallié le CEG Sainte-Rita, un des centres de composition retenus sur le territoire national. Mathieu Sokenou, Marcel Arrossi. C'est parti pour le baccalauréat depuis ce lundi à Cotonou et partout sur le territoire national. Les candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire s'étaient rendus sous une pluie battante dans les centres de composition. Le Collège d'enseignement général Sainte-Rita, un des 19 centres de composition du littoral, a servi de cadre pour le lancement officiel départemental. Le bac est un diplôme sacré, mais banal. On peut ne pas être très fort au cours de l'année et décrocher son bac. On peut ne pas être très fort dans toutes les matières et avoir son parchemin. À vous de jouer maintenant. Bonne chance. 8 heures, l'heure réglementaire de démarrage était respectée. Tout semble bien commencer et les autorités s'en réjouissaient. Malgré la météo, c'est-à-dire la pluie, nous avons constaté que tous les candidats étaient déjà dans le centre dès les premières heures de la journée. Donc c'est dire que notre souhait est que nous ayons de très bons résultats pour que l'année scolaire 2017-2018 soit définitivement positive. Je pense que tout est bon. Il faut remercier le directeur départemental, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, le maire, tout le monde. Nous avons constaté que les dispositions sont effectivement prises. Et c'est avec beaucoup de nostalgie que je reviens ici parce que c'est ici que nous avons fait notre classe de terminale. Donc c'est avec beaucoup de joie que nous avons lancé malgré la pluie. C'est une bénédiction. Ils sont 14 996 du littoral sur les 106 499 candidats inscrits au plan national. Aucune irrégularité n'est à signaler au démarrage. Vivement que tout finisse bien.
La croissance de l'économie marocaine devrait atteindre 3,1% en 2018 et 2,9% en 2019. Selon les prévisions du Haut Commissariat au plan HCP, l'organe national de la planification économique, le Haut Commissaire au plan Ahmed Alami, a indiqué que le secteur agricole devrait y contribuer malgré le retard des précipitations qui a caractérisé le début de la campagne 2017-2018. Il a indiqué que dans ce cadre, que la récolte des céréales devrait connaître une augmentation de 23% par rapport à la campagne précédente. La Banque africaine de développement va investir 10 millions de dollars, soit environ 5,5 milliards de francs CFA. Ce financement devrait être directement injecté dans le Fonds africain de garantie AGF, spécialisé dans le financement des PME sur le continent africain. Grâce à ce nouvel investissement, la BAD espère aider à élargir et à approfondir les systèmes financiers domestiques en Afrique. Connaissez-vous l'autisme? Vous en avez certainement entendu parler, mais sans en savoir grande chose. C'est un trouble comportemental un peu particulier qui se déclenche dès l'enfance. Comment se manifeste-t-il? Peut-on en guérir? Ce reportage que vous allez suivre vous apporte toutes les réponses. Malheureusement, on ne peut pas guérir de l'autisme. On ne sait pas exactement d'où ça vient. L'autisme, un handicap pourtant plus présent qu'on ne l'imagine dans la vie quotidienne. Un handicap perturbateur du comportement dont les différentes manifestations, variant d'un individu à un autre, affectent différentes facultés de l'homme. Ça atteint le langage, ça atteint les relations sociales, et vous allez voir une personne qui est comme toujours dans sa bulle, avoir des fois des gestes stéréotypés, avoir des comportements qu'on peut qualifier entre guillemets asocial parce qu'il n'y a pas de relation sociale. Mais par contre, ils peuvent exceller dans un domaine bien pointu. Ce trouble envahissant du développement de sources neurobiologiques survient généralement avant l'âge de 3 ans et se remarque beaucoup plus chez les jeunes garçons que chez les jeunes filles. Déjà, les manifestations, c'est avant l'âge de 3 ans, mais un enfant autiste qui vit un peu comme dans une bulle, et s'il n'a pas de stimulation très tôt, il va rester dans sa bulle et pas beaucoup de chances d'autonomie. Mais un enfant autiste sera un jeune autiste et un adulte autiste. Néanmoins, quand c'est un autiste de bas niveau, c'est-à-dire avec un retard mental, et c'est les plus nombreux, quand on regarde les autistes, 70% ont un retard mental. Des habitudes quotidiennes auxquelles les parents ne font pas attention peuvent se révéler des facteurs à risque pour les enfants. Aujourd'hui, avant même qu'un enfant ne puisse parler, on lui met un téléphone portable en main, on lui met une tablette en main, ou on le laisse trop longtemps devant l'ordinateur ou devant la télévision. Alors, de plus en plus, on remarque que certains enfants développent des comportements autistiques parce que trop tôt, on leur a mis ces outils dans la main, ce qui fait que ça entraîne souvent l'interaction sociale difficile. Et ça, je peux dire que pour prévenir ce genre de troubles, il vaut mieux ne pas laisser les jeunes enfants avec des téléphones portables, surtout quand ils ne sont pas encore en mesure de parler. Même si les recherches scientifiques ne permettent pas encore de prévenir ou de guérir l'autisme, il est possible d'atténuer ses effets si très tôt le mal est détecté et pris en charge. Et justement, une personne atteinte d'autisme nécessite une prise en charge. En la matière, il existe des spécialistes à qui il faut s'adresser. Écoutons les explications de la psychologue au micro de Hermance Aoun. Pour accompagner une personne autiste, il faut une équipe pluridisciplinaire. Les psychologues interviennent, les psychiatres interviennent, les neurologues interviennent, les orthophonistes interviennent, les éducateurs spécialisés interviennent. Et surtout, il faut l'aider dans
des activités de la vie quotidienne, beaucoup. Il faut également beaucoup de calme et de régularité, parce qu'un petit changement dans les habitudes peut perturber énormément une personne autiste. Et ce sont ces activités, en travaillant la cognition, en travaillant la sensorialité, en travaillant les activités de la vie quotidienne, beaucoup, et aussi essayer de... il ne faut surtout pas le brusquer, mais il faut être avec la personne et de manière, disons, intensive et travailler de façon individuelle, parce que ce que vous pouvez essayer de faire avec un enfant, disons, Regina, sera très différent de ce que vous allez pouvoir faire avec Pierre. Et le connaître et, comme je dis, beaucoup de calme, beaucoup de régularité. Il y a certains autistes qui ne pourront pas supporter qu'on les touche. Et ça suffit déjà pour qu'ils soient très perturbés. Avoir une bonne santé suppose qu'on fasse recours à certaines pratiques pour se soulager des maux dont on souffre. Au nombre de celles-ci, la médication. La médication qui implique parfois l'usage des médicaments dits essentiels. Louis Koupé-Mendy est pharmacien. Il explique justement ce qu'on appelle médicaments essentiels, voilà, et aborde par la même occasion leurs avantages. Il est au micro de Axel Dancy. Les médicaments essentiels sont des médicaments qui répondent aux besoins de santé prioritaires des populations. Parce que vous savez, dans un pays comme le Bénin par exemple, tous les médicaments qui circulent, qui sont sur le marché, ont été autorisés par l'État. Et ces médicaments sont destinés à traiter les différentes affections, les différentes pathologies dont souffrent les populations. Mais au nombre de ces affections, au nombre de ces pathologies, il y en a qui représentent un fardeau important pour la population et pour lesquels l'État décide donc de regarder parmi les médicaments destinés à les prendre en charge et de sélectionner un nombre assez limité pour pouvoir faciliter l'accès aux soins, faciliter la gestion des médicaments aussi et améliorer la disponibilité et l'accessibilité des populations à ces médicaments. Pour répondre aux recommandations de l'OMS, l'État béninois a décidé d'adopter la liste nationale des médicaments essentiels. Donc on a eu la première édition en 1994. Et en 2013, on était déjà à la 7e édition. Il était retenu que cette liste soit mise à jour chaque 2 ans. Mais il s'est fait que depuis 2013, c'est maintenant qu'on est en train donc de faire la mise à jour de la 7e édition pour avoir la 8e édition. D'abord, c'est pour améliorer l'accès des populations aux médicaments. Et donc, une fois qu'on a cette liste, les formations sanitaires, les officines de pharmacie doivent s'efforcer de rendre disponibles les médicaments qui sont situés sur cette liste. Bien entendu, les autres médicaments aussi, mais ceci devient une priorité pour l'État. La dernière chose comme avantage, c'est-à-dire que ça facilite la tâche également aux prescripteurs lorsqu'ils ont à prescrire aux patients. Et cette liste leur permet donc de pouvoir prescrire des médicaments dont on est sûr et dont on est rassuré aussi d'avoir dans les formations sanitaires des officines de pharmacie. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. Allez, retour en plateau. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazou, pour la présentation du journal. On va certainement se retrouver demain, 19h40, non, peut-être avant ça, oui, puisque vous serez sur le plateau du journal. Merci à vous. Allez, en plateau, on retrouve le professeur Albert Roloncourt. On parlait bien sûr du troc. Vous nous parliez des besoins, des limites, voilà. Du troc. Voilà. Comme je disais, il fallait la double coïncidence des besoins. Il faut que celui avec qui je veux faire le troc ait besoin du service ou du bien que je veux lui donner. Et en retour, il faut que j'aie besoin de son bien. Ça, c'est d'abord un problème. Le deuxième problème, c'est la fixation des thèmes de l'échange. Quelqu'un disait tout à l'heure comment il va savoir que le bien que je vais donner en retour vaut exactement la même chose. C'est-à-dire que quand vous réfléchissez comme ça, vous remontez encore vers la monnaie. Oui. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire, si je transforme ça en monnaie, est-ce que ça coûte exactement la même chose? Et ça peut être lié aussi aux questions de divisibilité. D'accord. Ouais. Quelqu'un qui veut échanger, par exemple, un véhicule contre le sel, ça va se mesurer comment? Ça va être compliqué. C'est ça. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de véhicules, mais je n'ai que du sel et l'autre a besoin du sel.
mais est-ce qu'il va prendre des tonnes de sel pour mettre dans sa maison? Donc, ça va être il y a les problèmes de conservation aussi, c'est-à-dire ça va entraîner des coûts trop élevés, parce que dans ce cas, il n'y a pas de division. Je ne peux pas donner une petite partie, je ne peux pas aller vendre mon véhicule, prendre l'argent et prendre une partie de l'argent pour aller acheter. Je suis obligé de trouver quelqu'un qui a du sel et qui a besoin de véhicules pour que l'échange ait lieu. Donc, et qui a du sel en quantité. Qui a du sel en quantité. Maintenant, il y a la stabilité aussi des thèmes de l'échange. Par exemple, dans une période où quelqu'un a des quantités de maïs en abondance, la valeur intrinsèque du maïs serait moindre pendant cette période-là. Mais si on est dans une période de pénurie, où il n'y a pas beaucoup de le prix sera trop élevé. Donc, si c'est un troc qui est différé dans le temps et que pendant la période d'abondance, vous promettez quelque chose à quelqu'un, quand la période de pénurie va arriver, vous allez voir que le maïs a beaucoup plus de valeur. Vous pouvez revenir sur les thèmes de l'échange. Donc, il peut y avoir un certain opportunisme à ce niveau-là. Et puis, ça veut dire que... Dernière chose qu'on peut citer, quand c'est des biens contre le bien, quand vous conservez des biens, il y a les problèmes de conservation, du fait que le bien peut être périmé, etc. On suppose par exemple que c'est la période du haricot. Oui. Moi j'ai cultivé du haricot, j'en ai récolté et que vous en avez besoin aujourd'hui. Je peux vous servir du haricot en attendant que moi je vais manquer peut-être de maïs et que vous en aurez, vous puissiez m'en donner. Et il faut dire que dans nos villages... Il se peut que le maïs là... Il n'y a plus la même soit valeur pas que le bien haricot. conservé, par exemple. Et il y a les problèmes de qualité qu'il faut gérer, etc. Et il faut dire que dans nos villages, c'est des choses qui existent. Est-ce que ça continue d'exister? Oui, ça existe. C'est une économie hors marché. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'étais au village, par exemple, quelqu'un, il a besoin du maïs pendant la période de soudure, mais il n'a pas d'argent pour acheter. L'autre peut dire, viens travailler dans mon champ, je te donne le maïs. Ça, c'est un troc. On fait du travail contre du maïs. Donc, ça existe de plusieurs manières. Façon, ça existe dans les toujours. communautés restreintes où le marché n'existe pas, où il est très difficile d'accéder au marché. On dit que les coûts de transaction sont trop élevés. Les gens peuvent entretenir des marchés comme ça à l'intérieur de la communauté qui sont des marchés de troc. Donc les deux systèmes peuvent cohabiter, le système avec absolument. le troc et le système monétaire. Absolument. Et parfois, il y a d'aller-retour entre les deux systèmes. Parce que si j'ai mon épouse, par exemple, je peux lui dire, aide-moi à laver mon linge. Mais une fois qu'il y a des machines à laver, par exemple, au lieu que ce soit elle qui lave, je peux acheter des machines à laver dans la maison ou je peux amener ça au pressing. Donc, quand je rentre dans le pressing, par exemple, je suis dans une économie monétarisée, alors qu'à la maison, je suis dans une situation de troc. Donc, vous voyez, il peut y avoir une sorte de va-et-vient entre l'économie domestique et l'économie formelle, monétarisée, etc. D'accord. Alors, il y a un nouvel aspect, justement, qui est introduit dans le troc, c'est qu'aujourd'hui, le troc peut se faire en ligne. Oui. Le fait qu'il se soit dématérialisé et que vous ne puissiez pas toucher du doigt, en tout cas, ce que vous voulez acheter ou ce que vous voulez échanger, est-ce que ça remet en cause la crédibilité du troc? Oui. Ce qu'on peut dire ici, c'est qu'effectivement, si vous êtes derrière l'Internet, merci à l'Internet, quelque chose de moderne et qui intervient dans une activité plus ou moins informelle, donc ça, c'est déjà intéressant. Mais cela veut dire que même si ce n'est pas un marché monétarisé, il faut en quelque sorte une autorité de gestion du troc. Pour éviter des problèmes, par exemple, on peut dire il faut envoyer des photos sur Internet pour qu'on voit ce que vous vendez. Maintenant, si malgré ça, il y a de l'opportunisme, ceux qui gèrent ce marché-là, par exemple, ils peuvent dire, OK, vous vendez votre marchandise, mais il y a la monnaie. Vous nous donnez une partie pour pouvoir vendre sur le site, par exemple, il faut payer quelque chose. Et à partir de ce moment, eux autres, ils ont des gens à des endroits, par exemple, allez voir moi telle marchandise pour apprécier la qualité. Et puis, vous me dites c'est bon. Et puis, de l'autre côté aussi, et puis l'échange aura lieu. Donc, il faut qu'ils prennent ces mesures. Ça fait qu'il y aura un intermédiaire. Il y aura un intermédiaire qui est comme une autorité monétaire, comme sur le marché monétarisé, par exemple, il y a l'autorité monétaire, la BCEAO, par exemple, etc. Donc, il va y avoir un intermédiaire qui va gérer ça. L'autorité du troc. Et qu'il faut payer. L'autorité du troc. Ça, c'est une bonne idée. Hein? Et qu'il faut payer en retour. Oui. Et dans ce cas, vous allez dire, pour le payer, il faut le payer en monnaie. Donc, on est à cheval entre l'économie du troc et l'économie monétarisée. Ouais, oui, mais est-ce que ça devient intéressant. Justement, est-ce que ces valeurs-là
qu'on avait avec le troc? Est-ce qu'il faut y revenir? Je pense qu'il y a quand même une notion, une dimension humaine avec le troc qu'on n'a pas avec le système absolument. militarisé. Moi, je pense que, bon, ce n'est pas quelque chose qu'on peut généraliser, mais à l'intérieur de certaines communautés, c'est intéressant parce que c'est difficile à ces communautés d'avoir accès au marché et qu'il peut y avoir ce qu'on appelle l'enclavement, etc. Donc, dans ces communautés, par exemple, on peut développer l'économie du troc, ce qui serait intéressant. Intéressant. Merci à vous, professeur Albert Roloncourt. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes davantage fixés sur le troc, donc ne vous inquiétez pas. Si vous êtes pour le troc, vous pouvez continuer aussi avec le système monétarisé. Les deux peuvent aller de pair. Assum Gaba, merci à vous. Merci à vous, Agnès Béraud. Merci à vous, professeur Roloncourt. Vous avez donc compris, chers téléspectateurs, c'était donc là, oui, le troc vu par un économiste, tout simplement. Alors, le grand rendez-vous, oui, on va pratiquement, on va définitivement mettre fin, bien sûr, à cette édition, mais avant, la météo. Merci à tous et ce sera tout pour ce numéro du Grand Rendez-vous. L'équipe vous dit merci et vous fixe un autre grand rendez-vous demain à 19h00. Ciao.